Ici même, regardez, un sac improvisé à partir de pneus. Il faut s'entraîner Tous les jours. tous les jours, surtout à propos de tout ça. Salam alaikum depuis le Daghestan, un autre jour dans cette république caucasienne. Voici mes quartiers pour aujourd'hui, bien plus modestes que ceux d'hier, mais il y a une explication à cela que je vous donnerai plus tard. Pour l'instant, commençons cette journée par une petite promenade dans Makhachkala, la capitale du Daghestan. Allons-y. La renommée mondiale du Daghestan, dans le domaine des sports de combat et de lutte, est due à la fois à la tradition qui existe dans la région depuis des décennies et aux succès internationaux remportés par ses combattants. Ravid Nurmagomedov, Islam Makhachev, Magomed Ankalaev ou Zabit Magomed Sharipov sont quelques-uns des noms les plus célèbres de ces dernières années. Avec la montée de popularité mondiale des arts martiaux mixtes via l'UFC. Dans la lutte olympique, depuis que Zagalov Abdulbiekov a remporté à Munich en 1972 la première médaille d'or du Daghestan, la région a produit plus de 20 champions olympiques, ce qui lui a valu le surnom de terre de champions ou fabrique de champions. Bougueissar Saïteyev, triple champion olympique, Atlanta, Athènes, Pékin, Abdul Rachid Sadoulayev, double champion, Rio, Tokyo, Mafley Batirov, double champion, Athènes, Pékin. Ils ont été les plus titrés dans cette discipline. De plus, en judo, ils ont également donné des champions olympiques, et même si ce n'est pas une discipline olympique, ils se sont aussi illustrés en sambo, un art martial créé à l'époque soviétique, que nous aborderons plus en détail dans la suite de la vidéo. Par exemple, le père et entraîneur de Khabib, Abdulmanab Nurmagomedov, est considéré comme un des meilleurs coachs de sambo en Russie. Les sports de lutte et de combat ont été acceptés au fil des années comme faisant partie de l'acide désoxyribonucléique de la région. Dès l'enfance, cette passion leur est transmise de génération en génération. Après avoir parcouru en voiture les presque 3 heures qui séparent Kizlyar, où a commencé la série de vidéos de Makhachkala, la capitale du Daghestan. J'ai rencontré Muhammad, alias Katriel Mouriel, combattant et entraîneur argentin installé au Daghestan depuis 7 ans, et qui m'a gentiment accueilli dans l'une des maisons où se reposent les sportifs. Il a remporté 2 médailles d'or aux championnats sud-américains, 2015 et 2017, 125 kg, ainsi que l'argent aux Jeux sud-américains, 2018 et 2022. Il prépare actuellement l'équipe olympique de lutte du Panama, l'accompagnant aux entraînements et camps. Il organise aussi des camps d'entraînement au Daghestan pour les lutteurs mondiaux voulant s'entraîner avec les locaux quelques semaines. En fait, pendant mon séjour à Makhachkala, j'ai rencontré 2 frères espagnols qui s'entraînaient au Daghestan, amenés par Mohamed. Daniel et Manuel Hernandez, 22 et 26 ans, pratiquent les arts martiaux depuis l'enfance grâce à leur père. Aujourd'hui, ils possèdent leur salle de sport à Almeria où ils s'entraînent et se préparent aux compétitions la majeure partie de l'année. Nous allons commencer cette petite promenade à Makhachkala, comme j'aime le faire, par un marché traditionnel. Bonjour, qu'est-ce que c'est ? Des chaussures. Des chaussures ? J'ai des moufles et des chaussettes. Mais ça, c'est pour quand il fait très froid, non ? Oui, quand il fait froid dans la maison. Je comprends, merci beaucoup. Tout est fait à la main, n'est-ce pas ? Oui, tout est fait à la main. Merci. Ici, nous avons la section des vêtements, comme vous pouvez le voir, des t-shirts du Daghestan et surtout avec Khabib de la lutte de l'UFC. Ah, regarde des petits oiseaux ici. Ils vendent des animaux, non ? Oui, vous pouvez entrer et regarder. 10, merci beaucoup. Entrez, entrez. Merci. Regarde les hamsters, les petits poissons, les perruches. Qu'est-ce qui vous surprend le plus sur ce marché, ici au Daghestan ? Qu'est-ce qui t'a le plus surpris, à toi, par rapport à l'Espagne ? Moi, ce sont les animaux. Je pensais que c'était déjà illégal. Partout. Non, et la foule, c'est très concentré. Oui, écoute, mais aujourd'hui, il y a eu une coupure de courant au marché, alors non ? Oui, on dirait que c'est partiellement coupé. Non, je pense que certains ont des générateurs car il n'y a pas de lumière. Mais est-ce que ça arrive souvent à Makhachkala qu'il y ait des coupures de courant ici ? En été, oui. En été, oui. Ici, nous venons d'arriver à la salle de découpe.
Regardez la graisse d'agneau, la voici. Graisse de fesses, d'agneau? De fesses d'agneau, de l'agneau caucasien, C'est de la fesse. c'est de la fesse. C'est la graisse de la fesse, tu vois. Ceux-là, on dirait que leurs petites fesses bougent quand ils marchent. Oui, 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 c'est cela. Oui, oui, je vois lesquels. Oui. Ce sont une race spéciale, donc... Ce qui est vraiment délicieux, c'est la viande comme ça d'Alada. Divers types de charcuteries sont proposés, comme vous pouvez le voir. D'où vient l'agneau que vous avez ici? Du district de Levachinski, village de Mekegi. Mekegui. Oui, du district de Mekegi. Ah, d'accord. Quel est le meilleur agneau au Daghestan? L'agneau noir et l'agna. Tu vois, c'est justement quelque chose dont je me suis rendu compte, j'en parlais avec Mohamed. Maintenant, toutes les femmes qui travaillent ici, travaillent beaucoup, ce sont surtout des femmes d'âge moyen et des grands-mères. Au marché, oui, mais ailleurs, les femmes travaillent dès 15 ou 16 ans. Et qu'est-ce qu'elles font comme travail? Plus ou moins? Des cafés, n'importe quoi, des magasins de vêtements. Ah, des cafés, oui. Et le marché, c'est plutôt pour des femmes plus âgées. Oui, toutes plus âgées. Peut-être qu'elles ont déjà leur propre entreprise. C'est la première fois que je vois ça sur un marché lors de mes voyages en Russie. Cette sélection de friandises est... Regarde la belle variété, pareil pour l'œuf au plat. C'est vrai que les fraises sont un peu bizarres. Bien grosses, des fraises de Tchernobyl. Après une visite rapide du marché et l'achat de friandises, nous partons. Cependant, avant de quitter les lieux, un détail retient mon attention. Il s'agissait d'une affiche de recrutement sous contrat pour servir en Ukraine, où l'on annonçait l'augmentation du salaire des soldats. On pouvait y lire « Le paiement unique pour les participants à l'opération militaire spéciale de la République du Daghestan a été augmenté de 5 000 €. Les Daguestanais recevront désormais un paiement unique jusqu'à 10 000 €. 5 000 de la part de la République du Daghestan, 4 000 du budget fédéral et pas moins de 1 000 de leur ville ou district. De plus de 2 000 € mensuels correspondant au salaire contractuel. Rejoint les nôtres. Cela représente une somme attrayante si l'on considère que le salaire moyen au Daghestan est d'environ 400 ou 500 € par mois. La prime unique reversée à la signature du contrat offre un fort incitatif économique aux populations les plus modestes. Et c'est un facteur déterminant au moment de s'engager pour servir au front, malgré les risques que cela comporte depuis le début du conflit. Le recrutement par contrat est la méthode la plus courante et la plus privilégiée en Russie, surtout depuis la mobilisation partielle qui a eu lieu en septembre 2022. Ces campagnes de recrutement couvrent tout le pays avec des paiements variant selon la région. Pour que nous ayons une idée, selon le site officiel de recrutement par contrat des forces armées russes, par Samerus, celui-ci 2025. Les régions qui paieraient le plus sont le district autonome de Yamalo-Nenetsi, dans l'Arctique, avec un paiement unique de plus de 35 000 €. L'oblast de Sverdlovsk, en Sibérie, avec 31 000 €, ou l'oblast de Magadan, dans l'extrême-orient russe, avec plus de 25 000 €. Le Daghestan, bien qu'il ne soit pas dans le top 5, fait partie de ceux qui paient le plus et aussi de ceux qui ont fourni le plus de soldats en proportion de leur population. Bien qu'il soit difficile de faire une estimation, car aucune donnée officielle n'est publiée. Les facteurs économiques dont nous parlions plus tôt, ainsi que la tradition guerrière et combative des habitants de la région, font que leur volonté de s'engager se distingue par rapport à d'autres régions. Par exemple, la majorité des députés du parti Russie Unie en fonction sont originaires du Daghestan. Un autre facteur clé est l'impact des conflits armés post-soviétiques, comme la guerre de Tchétchénie des années 1990 qui ont marqué plusieurs générations. Des conflits régionaux accentués par des divergences religieuses ont ravivé l'esprit guerrier local. Aujourd'hui, l'islam est très présent dans la plupart des républiques du Caucase du Nord, mais cela n'a pas toujours été ainsi. Contrairement aux idées reçues, l'islamisation de la région a duré des siècles, depuis la diffusion de la parole de Mahomet au 7e siècle. Elle ne s'est consolidée qu'au 14e et 15e siècle et dans les zones montagneuses isolées, pas avant les 17e ou 18e siècles. Cela a eu lieu avec l'arrivée de dirigeants comme l'imam Mansour ou l'imam Shamil, puis après les guerres du Caucase contre l'Empire russe. Cela a favorisé l'arrivée d'un islam plus combatif et orthodoxe, opposé au christianisme tsariste. Jusque-là, il avait coexisté pendant des siècles avec différentes croyances païennes, spiritualistes et de connexion avec la nature, ainsi qu'avec des codes tribaux coutumiers comme le Haddad, dont les réminiscences perdurent jusqu'à nos jours. Ce code d'honneur s'est transmis de génération en génération pendant des siècles. Il précise notamment comment traiter les femmes, les personnes âgées et les jeunes. Comment résoudre les conflits, organiser les mariages ou comment traiter un hôte ou un invité.
qui a donné forme à cette fameuse hospitalité caucasienne. Avant l'entraînement de cet après-midi, j'ai quelques heures libres pour poursuivre ma courte promenade dans la capitale du Daghestan, à Makhachkala. Je suis maintenant à la mosquée, à la grande mosquée, également connue sous le nom de Yuma, et elle peut accueillir pas moins de 17 000 fidèles. Financée par une riche famille turque dans les années 90, elle était initialement prévue pour environ 8 000 personnes. Mais en voyant la grande affluence de fidèles et le fait qu'ils ne tenaient presque pas dans les environs, ils sortaient prier à l'extérieur de la mosquée. Grâce à un téléthon, ils ont collecté 25 millions de roubles, ce qui a permis d'agrandir la capacité actuelle. Vous pouvez voir que le style est complètement ottoman, on l'appelle ainsi ottoman ou turc, inspiré de la mosquée bleue d'Istanbul, avec 2 minarets qui atteignent 42 mètres de hauteur, tout comme celle que l'on trouve dans la capitale de la Tchétchénie, à Grozny, la mosquée Ahmad Kadyrov. Jetons un œil à l'intérieur. La prière de l'après-midi vient de se terminer, donc c'est le moment idéal pour la visiter. Regardez, ils ont de l'eau gratuite. Peut-on en boire ? Oui. Bien, merci. Avec la chaleur accablante d'aujourd'hui, où il fait presque 40 degrés, il est toujours bon de se rafraîchir un peu, de s'hydrater. Regardez, c'est étrange ce qui est écrit sur l'éthique de boire. Lire le bas-mal, boire de la main droite, assis. Mince, je ne l'ai pas fait. Boire l'eau en 3 gorgées et remercier Allah après avoir fini de boire. Faisons-le correctement, donc assis. 3 gorgées. Ici, vous voyez comment les gens s'assoient pour avoir une vue d'ensemble. Voici l'entrée de la mosquée, par ici. Là, vous avez la salle des ablutions. Allons la voir. Voyons si je me souviens comment on faisait ça. Nous sommes prêts, propres pour entrer dans la mosquée. Celle-ci est l'entrée pour les femmes, séparée de celle des hommes. Et ici, par l'entrée principale, les hommes entrent. Comme vous le savez tous, ce retour à la profession de foi, autorisé de manière permise, n'a eu lieu qu'après la chute de l'Union soviétique. Pendant l'Union soviétique, on pratiquait la foi, mais pas publiquement. Cependant, ce sentiment est resté latent, et avec la chute de l'Union des républiques socialistes soviétiques dans les années 90, il a éclaté, pour ainsi dire. Cette mosquée illustre parfaitement l'histoire racontée. Maintenant que nous l'avons visitée, poursuivons l'itinéraire. Incroyable, je ne m'y attendais pas. Je ne savais pas ce que Muhammad m'a dit. L'électricité ne fonctionne pas. Aujourd'hui, il y a eu une coupure d'électricité. Ce matin, Internet marche mal. Il n'y a pas de lumière dans beaucoup d'endroits. Le marché était éteint. Les feux de signalisation ne fonctionnent pas. Selon lui, c'est courant, mais pas grave. Ici, il gère. De toute façon, la circulation reste fluide, à la manière daghestanaise. On m'avait déjà prévenu qu'ici on conduit d'une manière particulière et j'ai pu le constater de mes propres yeux. Il est très courant d'entendre les voitures maintenant faire des dérapages, doublés par la gauche, par la droite, mais ça leur état est égal. S'il y a 3 voies, il y a 5 voitures côte à côte et je n'exagère pas, croyez-moi. C'est pourquoi, même si les feux de signalisation sont en panne, tout continue comme avant. Ils se débrouillent. Cette colline que je suis en train de gravir maintenant est la colline qui domine la vue sur Makhachkala. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous la reconnaîtront pour l'avoir vue sur Internet. Parce que les combattants s'entraînent ici généralement le week-end. D'après ce qu'on m'a dit, c'est rempli de sportifs qui viennent ici pour s'entraîner. Ils montent la colline en courant, puis ils font une routine là-haut, ou bien ils terminent leur entraînement en haut de la colline. Il y a environ 3,5 km de montée et autant de descente, sauf erreur de ma part.
Ensuite, là, vous avez un sportif. Si vous regardez bien, il porte des shorts, il porte des caleçons qui, comme on dit, couvrent les genoux. C'est-à-dire qu'ici, il est mal vu de porter des shorts au-dessus du genou. Il faut toujours les porter, même pour les sportifs. Je me suis arrêté ici au milieu de la colline. Là-bas, vous pouvez voir le sommet, mais je voulais vous montrer ceci. C'est ici qu'il s'entraîne, pour que vous puissiez voir. Ceci est une critique constructive. J'aimerais qu'en Espagne, il y en ait plus comme ça, ici en Russie, et il y en a partout, pas seulement au Daghestan. Ne pensez pas que, parce que cela ne coûte pas cher ou que ce sont juste des barres de fer, il ne faut pas bien le faire. Voyez comme c'est complet, il y a toutes sortes de barres, mais celles que je trouve en Espagne les remplissent rarement. Elles sont parfois tordues, parfois cassées, vandalisées ou elles sont en bois qui pourrit. Ici, regardez même, un sac improvisé fait de pneus, même une machine de boxe, de celles où l'on donne des coups de poing pour tester sa force. Mais il ne manque rien, il y a même un banc pour les lombaires. Ne me dites pas. C'est le paradis des sportifs, ou du moins de ceux qui font de la calisthénie ou du sport avec leur propre poids. Ici, on peut tout faire. Voyons, si en Espagne on s'y met, on va encourager davantage ce genre de choses et arrêter de trouver des excuses. Un message pour tous les maires et conseillers municipaux d'Espagne, c'est ça dont la jeunesse a besoin. Cela dit, ici on pourrait ramasser un peu mieux les déchets, mais pas une seule bière. Que de l'eau. Un autre détail important, c'est qu'ils ont cette pente pour faire des sprints en montée. Et ça t'épuise vraiment ici. Regardez, quelle inclinaison, je ne sais pas si la caméra le montre bien. Sprinter ici te rend fort comme un taureau. Et c'est un exercice très recommandé pour tous ceux qui pratiquent des arts martiaux mixtes ou la boxe. Regardez ici le gamin. Tu vois, le garçon doit avoir 14 ans. J'ai jeté un coup d'œil ici à côté de la petite place sportive. On a déjà cette belle vue sur Makhatchkala. Et ça là-bas au fond. Mesdames et messieurs, c'est la mer Caspienne. C'est la première fois que je vois la mer Caspienne. Depuis le sommet de cette colline, on peut tout voir. Makhatchkala, une ville d'environ 600 000 habitants, est assez récente, contrairement à ce que je pensais ça. Elle a été fondée au milieu du 19e siècle sous le nom de Petrovsk, à l'époque tsariste. Makhatchkala a reçu son nom en 1921 après la révolution bolchevique, lorsque l'héritage tsariste a été effacé. Elle est devenue importante grâce à son grand port, toujours majeur aujourd'hui. Et surtout, il est axé sur le transport de pétrole et d'autres matières premières alimentaires, comme par exemple le grain. En fait, d'ici, on peut voir différents pétroliers devant le port, et on peut constater à quel point il est vaste. Les bâtiments se perdent pratiquement à l'horizon. Prochaine étape de l'itinéraire, le musée national du Daghestan. Si vous voyagez en Russie, je vous recommande d'essayer de toujours visiter les musées nationaux. C'est quelque chose que j'aime personnellement, parce que c'est la façon dont on se présente au public, aux visiteurs. La république que vous visitez, ou la ville, ou la région, dans ce cas la république du Daghestan. Regardez, quel bel immeuble de l'époque, sûrement de l'époque pré-soviétique. Ces décorations sont très visibles dans les rues de Saint-Pétersbourg, l'ancienne capitale tsariste. Le problème, c'est qu'ils ferment bientôt, je ne sais pas s'ils me laisseront entrer. En effet, le musée était sur le point de fermer cet après-midi-là et on m'a dit de revenir le lendemain. À l'intérieur, la collection d'artefacts n'est pas vaste, mais elle suffit pour comprendre les civilisations et empires ayant traversé ces terres, et d'autres événements historiques survenus dans la région. Tout cela à l'intérieur d'un bâtiment de l'époque tsariste, qui conserve une décoration exquise avec des reliefs et des stucs soigneusement travaillés. Dans ces salles, en plus de longs couloirs éclairés par des lampes d'époque. Ce qui a le plus attiré mon attention, c'est une salle dédiée au site appelée la Montagne des Poupées.
Si j'évoquais auparavant le sujet des croyances antérieures à l'islam dans la région, c'en est le parfait exemple. La montagne de culte Kedel Shafni est située au début du vaste plateau de Gagarine, dans la gorge d'Assag, à 15 km de la frontière avec la Géorgie et à une altitude de 2300 mètres au-dessus du niveau de la mer. De ce lieu proviennent plus de 1000 statuettes, datées par les chercheurs entre 500 avant Jésus-Christ et le Moyen Âge. Une veine de quartz traverse les couches noires de schiste jusqu'à la base de la montagne. On pense que les Didoi, les habitants locaux, la vénéraient. On a aussi trouvé des galeries pour extraire la pyrite, utilisée pour obtenir du fer. D'après les archéologues, seuls les hommes prieront ici pour la fertilité et la prospérité auprès des divinités souterraines. Plus tard, ils ont commencé à laisser des statuettes à leur place, dans une posture de prière permanente, pendant qu'ils s'occupaient d'autres affaires. Fait curieux, ce lieu de culte est encore utilisé de nos jours, et les rituels qui y sont célébrés ont été intégrés à la symbolique islamique. Cela illustre le syncrétisme entre anciennes et nouvelles croyances. Pendant le reste de la visite, nous avons pu voir des images des villages montagnards du Daghestan, vestiges de décorations de palais, mosquées et autres constructions détruites par les guerres successives ayant ravagé ces régions, mais aussi plusieurs collections d'armes, d'armures, de pièces de monnaie et d'autres objets datant du Moyen Âge et de l'époque moderne. Nous découvrons une salle dédiée à des objets venus de Chine, de Perse et d'autres régions, arrivés au Daghestan par le commerce sur une branche secondaire de la route de la soie. De même, chaque ethnie daghestanaise possédait des costumes traditionnels distincts par leur forme et décoration. Ceci est une tatka des Juifs des montagnes. Les Juifs des montagnes ? Oui, Espi, un peuple iranien. Des Hébreux parlés iraniens. À droite, une Azerbaïdjanaise. Et celle-ci, ici ? Les Uinga, Agulka et Tavasaranka. De plus, j'ai compris que ces petites tubes situées sur la poitrine, caractéristiques des vêtements portés par les hommes montagnards du Caucase, servaient à ranger les charges de poudre du fusil. Outre la vaste collection d'armes médiévales et modernes, dont les poignards et épées évoquées précédemment, il y a même celle de l'imam Shamil. La visite du musée s'achevait par 2 salles dédiées à la révolution bolchevique et à l'époque soviétique, où l'on pouvait voir des photos de la Révolution, des champs pétrolifères et de la Grande Guerre patriotique. Et si auparavant nous voyions la mer Caspienne depuis le sommet de la colline et ses eaux. Maintenant, je suis venu à la plage de Makhatchkala. Voilà à quoi elle ressemble. Elle est pleine. Comment pourrait-il en être autrement ? Le sport ne manque jamais. Regardez, comme je vous le dis, il y a tellement de monde ici. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire du paddleboard. Les tentes. Je me demandais si tout le monde porterait le burkini ou s'il y aurait des bikinis. Finalement, on voit tout, y compris des bikinis. Je parle des femmes, certaines couvertes entièrement. Les hommes portent des maillots de bain normaux, certains avec des modèles plus longs sous le genou. Et moi, je vais faire quelque chose pour la première fois. Je vais mouiller mes pieds dans l'eau de la mer Caspienne. Là-bas, au fond, vous avez le port. Et derrière ces bâtiments, la colline d'où je viens juste d'arriver. On voit surtout des familles en train de pique-niquer, se reposer après le travail. J'imagine parce qu'aujourd'hui c'est un jour de semaine, ne croyez pas que c'est le week-end, mais c'est bondé. On dirait Benidorm ici. Et un point positif, c'est que c'est une plage de sable, pas comme de l'autre côté du Caucase, où c'est la mer Noire. Et la plupart sont de gros galets, vous voyez, c'est de ça que je parle. Ici, il n'y a rien de tout ça. Je viens de voir une petite place sportive, là-bas avec des bars, ici une autre où les gens font du sport, et là-bas au fond, encore une autre. En seulement 100 mètres, vous en avez déjà 3, toutes aussi complètes que d'habitude. La passion pour le sport et l'exercice est évidente au Daghestan, encouragée ici et dans toute la Russie. Et ici, sur cette promenade maritime, une affiche de la prochaine Coupe de Russie de arts martiaux mixtes.
Amis et amis, le moment que vous attendiez est enfin arrivé. Entraînement de arts martiaux mixtes au Daghestan. On va voir comment je tiens le coup. Soyez indulgents avec moi, je n'ai jamais fait de arts martiaux mixtes, mais j'ai un peu pratiqué la boxe et le muay thai. Le problème, c'est que je n'en ai pas fait depuis 1 an et demi à cause de blessures, donc j'ai déjà prévenu que j'irai très doucement. Que se passe-t-il? Prêts, les gars? Vous êtes prêts? Toujours prêts. Salam alaikum. Depuis des temps ancestraux, l'être humain a pratiqué et développé des méthodes de défense et de combat au corps à corps, main à main, sans armes. Au fil des siècles, chaque civilisation a perfectionné et organisé ses techniques. Babylone, Égypte, Chine, des preuves historiques datent du 2e millénaire, avec Jésus-Christ. Cependant, si l'on devait citer les 2 disciplines ayant le plus influencé l'Europe, ce serait le combat à coups de poing et la lutte, déjà présents dans la Grèce antique. Aux Jeux olympiques de cette époque, des disciplines comme la boxe, la lutte et un mélange des deux appelé pancrace étaient incluses. Un équivalent de nos arts martiaux mixtes actuels pour la Russie tsariste. Il n'existait pas de système unifié de combat rapproché, mais diverses disciplines, armées ou non, étaient largement pratiquées. Outre les luttes traditionnelles des peuples de l'Empire russe, le combat à coups de poing, kulachny boy, est devenu populaire au Moyen-Âge et à l'époque moderne. Lors de Maslenitsa, une fête d'origine païenne qui célèbre l'arrivée du printemps, on assistait à des combats à main nue, individuels ou en groupe, tradition toujours présente dans certaines régions de Russie comme démonstration. Quand ces dates arrivent, parfois reléguées à la clandestinité et interdites à cause de la brutalité des combats. Avec l'arrivée des bolcheviks et la révolution de 1917, elles ont perdu en popularité, perçues comme un vestige du régime tsariste. Sa place serait alors occupée par le sambo, acronyme de Samasachita Bessarusha, qui signifie littéralement autodéfense sans armes. Art martial soviétique créé pour unifier le combat corps à corps dans la nouvelle Union soviétique et toujours pratiqué aujourd'hui. Ses créateurs, Anatoly Kharlampiev, Vassili Oshepkov et Viktor Spiridonov, ont combiné des techniques de divers arts martiaux nationaux, comme la shidaoba géorgienne, la lutte tatare et karachai kazakh, turkmène, finlandaise, française, le kouresh ouzbek, la lutte libre américaine, anglaise et suisse, ainsi que le judo et le sumo japonais. Il a officiellement vu le jour en 1938, adopté comme style officiel de l'Union soviétique par tous les comités. Et depuis lors, il n'a cessé de croître et de se populariser, surtout après la fin de la Seconde dans son processus d'internationalisation. En pleine guerre froide, plusieurs championnats mondiaux ont eu lieu. Petite anecdote, plus de 40 pays participaient officiellement aux championnats du monde de sambo. L'Espagne excellait dans plusieurs catégories, surtout dans les années 1970 et 1980, organisant des championnats du monde et produisant des champions comme José Antonio Zecchini en 82 kg. On distingue 3 variantes de cet art martial, les 2 principales étant le sambo sportif, proche du judo mais avec un autre système de points, où les combattants portent une veste avec des manches et des ouvertures pour la ceinture, un short au lieu d'un pantalon et des sambovkas aux pieds. Le sambo de combat, développé pour les besoins militaires et policiers, inclut des techniques armées et non armées. Les compétitions de sambo de combat s'apparentent aux arts martiaux mixtes modernes, utilisant largement frappe, prise et projection. Précisément, le sambo est la discipline que les champions russes actuels ont pratiquée à un moment donné, comme Khabib ou Islam, mais aussi ceux du début du siècle, comme Fyodor Emelianenko, le dernier empereur. Cela met en avant l'école et la passion pour ces sports dans toute la Russie. Cette école et cette tradition de combat, associée à la popularité croissante des arts martiaux mixtes dans le monde. Cela a favorisé l'apparition de nombreux gymnases spécialisés. Aujourd'hui, je vais m'entraîner dans l'un d'eux. Salam alaikum. Salam alaikum, Victor. Eh bien, l'entraînement commence avec un défi, non les gars? Que pensez-vous de cette différence culturelle? Vous y êtes habitués? Oui, au début c'était un peu choquant. Là-bas, nous avons aussi des amis qui le font. Merci à Dany de m'avoir prêté ça, j'ai l'air pro, ne vous moquez pas trop de ma tête. Bande de salauds. Le petit gars s'entraîne ici aussi? Oui, je suppose. C'est la première fois que je le vois. Regarde, va là-bas, hein.
C'est peut-être l'enfant de quelqu'un. Depuis tout petit, il s'entraîne déjà. Qu'est-ce que tu penses de ma combinaison? Un peu ridicule. C'est la première fois que j'en mets un comme ça, je vous le dis, hein. Alors, regarde, filme-moi un peu pour qu'on me voit comme ça. Qu'est-ce que les gens en pensent? Il faut baisser un peu le pantalon. Oui, c'est que je le porte au niveau du ventre. Oui, mon amour, c'est bien. Ça te va bien. Moi, enfin, je fais du L pour lui aussi. Qu'est-ce que tu es mince, vraiment? Oui, un L. En plus, bon, maintenant je n'ai plus autant de ventre, hein. Avant j'en avais plus. Tu es quand même en forme. Commençons l'entraînement avant d'aborder le sujet principal. Il est indispensable de commencer par un bon échauffement et c'est ce que nous avons fait. L'échauffement est similaire à d'autres que j'avais déjà fait en Russie et en Espagne. Nous avons débuté par un footing de quelques minutes, puis enchaîné avec des sprints, des ombres marchant en arrière, afin de réveiller les muscles et le système nerveux. Parmi nous, il y avait des gens de tout niveau et de tous âges, d'un enfant d'à peine 10 ans jusqu'à des personnes âgées. La plupart étaient de jeunes hommes de 20 à 30 ans. Nous avons poursuivi avec des exercices de coordination, comme ramper sur le dos en bougeant jambes et bras. J'ai eu du mal à comprendre l'astuce. Il y avait aussi d'autres exercices de mobilité, des roulades sur chaque épaule et encore plus d'exercices à l'ombre. En plus d'un exercice inédit pour moi, mais couramment utilisé en arts martiaux mixtes et grappling que vous voyez ici. Il consiste à s'accroupir en posant les mains au sol et en reculant les pieds, tout en cambrant le dos, puis à se relever rapidement. Celui-ci en particulier m'a complètement épuisé et mes lombaires commençaient déjà à fatiguer. Nous avons continué avec un exercice d'équilibre où nous devions tourner en regardant le plafond et nous avons terminé cette première partie de mobilité avec un autre round de shadow boxing libre. Ensuite, l'entraîneur nous a mis en binôme pour pratiquer les projections avec notre partenaire. Nous prenions chacun notre tour et cela s'est produit plus d'une fois. Ils ont patiemment corrigé la technique avec laquelle j'exécutais l'exercice, car je baissais constamment la tête et je ne tenais pas correctement mon partenaire. Rapproche-toi de lui, colle tes parties à lui, attrape-lui la jambe. Maintenant, recule la jambe droite et appuie avec ta poitrine vers le bas. Bien, on fait l'effort de le faire tomber, d'accord? Tout doit travailler, les jambes, les bras, la tête. On lance la main et on va à la prise. Fais-le tomber sur le côté, sur le côté. Regardez, je donne le coup, je lui attrape à la jambe, je tourne et je pousse de toutes mes forces. À la fin de cet exercice, nous sommes de passer à un autre classique de l'échauffement où, toujours par paire, nous devions toucher les genoux et les épaules de notre partenaire tout en évitant qu'il ne nous touche. J'ai perdu le compte des assauts, mais à vue d'œil, nous avions au plus 15 ou 20 minutes d'entraînement. Je ressentais déjà la fatigue à cause de ma mauvaise condition physique. Combien d'assauts avons-nous menés? Échauffement. Il m'a déjà tué. Il a déjà fait la mobilité, il a fait quelques techniques d'échauffement et maintenant il fait les premiers assauts d'échauffement. Il me dit de m'entraîner, bien sûr, oui. Bien sûr, oui, moi, ils vont te demander tout le temps d'en faire. Ils veulent que tu t'en sortes facilement. Bien sûr. Vise ici. Oh, regarde, tu es en train de m'enregistrer. Qui est en train d'enregistrer? Dis salam alaikum. Salam alaikum. Il est tombé en plein sur ton genou. Et là, il est allongé, mais dès que tu le touches, il tend la jambe. Regarde, il veut ton pied. Lors de la chute, il est tombé en plein sur ton genou et il s'est cogné le nez. Ici, nous avons un futur champion, les gars, qui s'entraîne comme un vrai champion sur la bête. Comme eux? Lors de l'exercice, un garçon s'est retiré après s'être cogné le nez contre le genou d'un camarade lors d'une projection. Même sans fracture, il saignait sans cesse et a dû se retirer. Les aléas du métier. Nous avons enfin mis les gants et les assauts suivants ont été consacrés à des exercices techniques en lançant quelques coups avec le partenaire, ainsi que quelques autres projections.
Jusqu'à la moitié de l'entraînement, ma mauvaise forme physique redevenait évidente. Ça y est, c'est le moment d'enregistrer des choses. Qu'est-ce que c'est dur, ça? Il fait très chaud ici aussi. Oui, oui. Pour tout le monde, sauf pour lui. Tu te lèves tout le temps, César. La technique est essentielle. Sinon, t'es foutu. 1, 2, 3. Compris? Dans l'exercice suivant, aussi par paire, on change de partenaire. Il s'agissait de simuler le fait d'être acculé aux cordes sur le ring ou contre le filet dans l'octogone. Et là, un partenaire devait exercer une pression avec des coups légers au corps et au visage, tandis que l'autre devait esquiver et répondre sans quitter sa position. Continue de marcher et pousse le genou. Ne reste pas en dessous. Mets-toi à quatre pattes. Allez, travaille, travaille. Hein. Tiens. Je reçois de tous les côtés. On travaille, on travaille. N'arrêtez pas d'envoyer des coups. La maltraitance. Ça a fait mal. On se donne des coups. Bien. Vous êtes trop loin. Rapproche-toi avec détermination. Comme ça, vise la jambe. Bien. Cherche le dos. Sors la jambe. Le genou au-dessus de la prise. En haut, cherche-la. Grossier. Bon travail. Petite pause, Butcher. Ils m'ont touché au foie, détruit. Ça aurait pu être pire, mais je l'ai senti. Ils font maintenant du sparring léger. Aujourd'hui, je ne sais pas, demain ça me fera mal. En nous approchant de la fin de l'entraînement, nous avons continué avec le sparring auquel je me suis joint après quelques minutes en me remettant du coup au foie. Même si ce n'était pas très fort, c'était déjà la 3e ou 4e fois que je recevais un coup là, où il y a de nombreuses terminaisons nerveuses. On m'a conseillé qu'il valait mieux ne pas en recevoir d'autres pour le moment. Dans mon cas, le sparring a été assez doux, car je n'avais pas de protège-dents et comme on peut le voir, je portais des gants plus petits de 4 onces, alors que pour le sparring, on utilise généralement des gants de 6 ou 8 onces, voire plus. Le gant rembourré amortit un peu plus les coups et permet d'y aller plus fort, sans risquer de blesser autant son partenaire. Après quelques rounds de sparring, Manu, qui filmait tout l'entraînement, m'a de nouveau surpris au sol en train de reprendre mon souffle. C'est la seconde fois que tu me surprends au sol. L'avantage, c'est que tu pourras le couper ensuite. La vidéo est à toi. Je vais montrer la réalité, à quel point je suis dans la merde. Non, tu t'en sors très bien, vraiment. T'as commencé en bas, mais tu fais tout l'entraînement. Oui, un peu, merci. Enfin, nous avons fait d'autres rounds de sparring en changeant de partenaire. Et à ma grande surprise et à celle de Manu, j'ai réussi à appliquer une soumission par étranglement après avoir suivi ses indications. Putain. Pose la jambe droite sur sa hanche, assieds-toi à gauche. Fais pareil avec la gauche, parfait. En faisant du grappling, mec. Continue le travail. Combinaison. Insiste avec ça toute l'ordre. Chantez la mise au sol, ça s'est vu. Lève-toi. Lève-toi. Après le sparring, un vétéran a commencé à enseigner une clé technique aux élèves avancés. Pendant ce temps,
Les autres frappaient soit le sac, soit les pattes d'ours. Ou comme moi, traités de marionnettes par Muhammad, pendant qu'on luttait. On met tout le poids sur son corps, comme ça il aura du mal à respirer. Ici, là où se trouve le diaphragme. On attrape son poignet et on passe notre bras. C'est maintenant qu'on change les jambes. Maintenant, on a tourné, on tourne à nouveau. Et en profitant du mouvement, on passe la jambe. On coince la tête avec le genou. On la maintient et on se relève pour qu'elle ne s'échappe pas. Il faut s'asseoir sur la tête. Si on la laisse libre, il pourra se dégager et venir vers vous. C'est pour ça qu'on s'assoit. Allons-y. Pour finir, l'un des entraîneurs m'a mis les paos un moment où, presque sans force, j'ai pratiqué quelques combinaisons de poings et de jambes qu'il m'indiquait avant de conclure cet entraînement. Une excellente expérience qui m'a permis de redécouvrir ce sport et d'observer l'entraînement dans une salle au Daghestan. Opa. Oui, bien sûr, couvre-toi. Merci, merci. Bien, joins-toi à nous pour prendre un peu de thé. As-tu préparé le thé? Oui, excellent pour nos amis étrangers. Le thé est prêt. Attends. Je reste jusqu'à 1h30 après l'entraînement, tranquillement en train de prendre le thé. Mon cher, prenez-vous toujours du thé après chaque entraînement? Presque toujours. Presque toujours. Chaque entraînement. Chaque entraînement, n'est-ce pas? Oui. Ils te font boire quoi? Noir ou vert? Thé du Daghestan. Aux herbes. Oui, il vient des montagnes. Il y en a d'autres qui l'achètent d'ici et là. Certains viennent de Chine. Aussi de l'Inde. Passe-moi ce verre pour le thé. D'un chef du Daghestan. Thé africain. Qu'est-ce que tu racontes là-dessus? Il n'y a pas de thé africain? Depuis combien de temps pratique-t-il la lutte? Le thé? La lutte? Oui. Depuis l'enfance. Depuis l'enfance? La lutte ici, comment te dire? C'est notre tradition. C'est une tradition? Et après Khabib, pensez-vous que cette tradition s'est développée? Naturellement, chaque fois qu'il y a un nouveau champion, cela inspire les autres à dire « nous aussi, nous pouvons ». Aux nouvelles générations? Oui, moi aussi je peux. Si demain devient champion, les autres vont dire « moi aussi je peux ». Bien sûr. Nous avons plusieurs champions maintenant au Daghestan. Rien qu'en Russie en lutte, le Daghestan a 9 médailles d'or, sans compter les médailles d'argent et de bronze. Très bien. D'autres Daghestanais qui concourent pour Bahreïn, la Macédoine, la Grèce, la France et d'autres pays. Et où est le secret? Pourquoi combattent-ils si bien? Il faut faire des efforts. C'est vrai. Et aussi avoir un peu de talent naturel. Aussi ce secret? Oui. Qu'est-ce qu'on donne à manger aux enfants pour qu'ils deviennent si forts? Moi, par exemple, je dis toujours du bon fromage pour le calcium, de la bonne viande d'agneau. Agneau de la montagne. De l'eau propre, le thé aussi, de bons produits, des dattes. Normalement, j'en apporte pour le thé. Mais aujourd'hui, je n'en ai pas apporté. En résumé, il faut s'efforcer d'avoir un mode de vie sain. Je comprends, ne pas fumer. Oui, avoir la montagne et la mer à proximité nous le permet.
Que dis-tu de la montagne et de la mer? Rivière. Oui, des rivières. Et à quel âge les enfants commencent-ils généralement à s'entraîner? Dès l'âge de 4 ans? Ce n'est pas si important. On peut commencer à 5, à 7, à 10 ans. Par exemple, à 5, 6 ou 7 ans, tu peux déjà les mettre à la lutte. Mais pour la technique des coups, tu peux commencer un peu plus tard. Mais il y en a qui commencent très tôt dès qu'ils sont petits. De préférence, il vaut mieux ne pas commencer si tôt. Pourquoi pas si tôt? Jusqu'à 13 ou 14 ans, il faut éviter les coupes à la tête. Ah, bien sûr, ne pas recevoir de coups pour qu'ils se développent correctement. Jusqu'à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est renforcer le corps. En commençant par... La première chose, c'est de commencer par la gymnastique, la natation. Ensuite, préparer le corps de l'enfant, tu peux l'inscrire à autre chose. Mais si tu l'inscris trop tôt, avec un corps qui n'est pas encore renforcé, il peut se blesser. C'est vrai, il pourrait se blesser. Est-ce que beaucoup d'étrangers viennent s'entraîner au Daghestan? Oui, après la victoire de Khabib Nurmagomedov, d'Islam Makhachev et d'Ankalaev, le monde entier l'a vu et il trouve intéressant de venir. Comment tout a-t-il changé? Y a-t-il une différence par rapport à il y a 30 ou 40 ans? Y a-t-il une différence? Bien sûr que oui. En quoi, par exemple? Tout d'abord, comme on s'entraîne plus doucement qu'avant. Oh, oui. Oui, maintenant ils ont commencé à s'entraîner correctement. Avant, ils s'entraînaient beaucoup. Et il y avait beaucoup de blessures. Oui, et il n'y avait pas de médicaments comme ceux-ci pour récupérer à l'époque. Maintenant, ils ont appris des autres. J'ai l'impression qu'avant, le combat était plus dur. Certaines techniques ont été retirées. Le combat n'est plus le même qu'avant. À l'époque de l'Union des républiques socialistes soviétiques? Oui, ça fait combien de temps que les règles ont changé? 10 ans environ. Des amis m'ont dit qu'avant, pendant leur enfance, tout était plus dur au Daghestan. Des fusillades. Tu ne pouvais aller nulle part sans devoir te battre dans la rue. Oui, j'étudiais dans les années 90. Nous vivions tous dans une résidence. On ne passait pas un jour sans une bagarre. Et ça, c'est fini maintenant, n'est-ce pas? Eh bien, tu sais, il y a toujours quelque chose. Si ce n'est pas moi qui commence, il y a toujours un ami à qui ça arrive. On lui dit quelque chose. Et tu t'en mêles. Après, voilà, la plupart finissent par devenir de bons amis après s'être battus. 50 squats, allez, 50 squats, tous les deux, jusqu'au bout. Quel âge tu penses que cet homme a? Je me demandais quel âge je pense que vous avez. Il a 70 ans. 70 ans? Enchanté. J'espère qu'à l'avenir, je pourrai vous ressembler. Il a fêté son anniversaire il n'y a pas longtemps, oui. Ah oui, félicitations. Le 1er mai. La fête du travail, il a eu 70 ans. Monsieur, puis-je vous poser une question? Monsieur, quelle routine suivez-vous pour rester en forme à votre âge? Il faut s'entraîner. Tous les jours? Tous les jours. Compris. Surtout ça. Si tu t'approches de la frontière, il tire des chutes énormes. On voit par la fissure.